bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, j'ai toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Comment vas-tu ? Très bien. Et notre invité du jour, Xavier Massard, ultra cycliste, anciennement triathlète. On est revenu hier justement Xavier sur ton passé de triathlète, sur tes superbes compétences de nageur. On rigolait mais on se disait qu'effectivement Olivier et toi vous tiriez la bourre dans l'eau. Allez, aujourd'hui on va être plus sympa et on va parler ultra cyclisme, mais déjà salut Xavier. Salut Hermano, salut Olivier. Donc Xavier, comme je le disais, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton sport actuel qui est l'ultracyclisme ou le cyclisme d'ultra-endurance. Déjà, est-ce qu'on pourrait revenir sur ta rencontre avec ce sport ? Donc comme je disais, j'ai pas mal voyagé à vélo avec une amie à travers le Canada, et puis durant ce voyage, on a rencontré pas mal, forcément en étant hébergé chez d'autres cyclistes, pour ceux qui connaissent via le réseau Warm Shower, des cyclistes qui hébergent des cyclistes. Mais on a rencontré, forcément à travers 8000 km à travers le Canada, on a rencontré pas mal de cyclistes qui ont pas mal d'approches différentes, de la famille qui voyage avec le chariot au gars de 65 ans tout seul qui fait des brevets, des 400, 600 bornes. Et puis te parle de trucs un peu comme ça, et puis te parle de Brest-Paris, enfin de Paris-Brest-Paris, pour ceux qui connaissent, qui est cette cyclo-brevet des randonneurs qui a lieu tous les 4 ans. Alors moi Paris-Brest je connais, mais plus en termes de pâtisserie. Non, c'est pas de celle-là dont tu parles ? Figure-toi que c'est lié, puisque c'est là qu'est née la pâtisserie. C'est des gars qui faisaient cette c'est pas vraiment une course, cette randonnée de 1200 km qui fait Paris-Brest-Paris, qui s'arrêtait dans des boulangeries et qui cherchait des choses les plus caloriques possibles. Et là est venu le Paris-Brest, cette pâtisserie à base de crème de marron et tout ce genre de choses. Mais bref, on n'est pas là pour parler pâtisserie, même si on pourrait en refaire un podcast aussi, ce sera avec plaisir. Moi, j'ai appris quelque chose en tout cas. Donc j'ai rencontré notamment ce gars au milieu du Canada, et puis découvert qu'il existait des courses sous ce format-là, où on fait de très longues distances à vélo, sans aide extérieure, pour la plupart, même s'il y a des formats avec assistance. Moi, forcément, étant plus côté aventure, c'est le format sans aide extérieure qui m'a intéressé. Et puis j'ai aussi été hébergé par une fille qui faisait 2 mois après qu'elle m'héberge, donc là elle s'entraînait pour la Transamerica Bike Race. Donc une course de 7000 km qui traverse les États-Unis d'ouest en est. Donc forcément, ça a attiré mon attention. Forcément, t'es hébergé par une fille qui à 6h du mat te réveille pour dire: je suis désolé, je vais m'entraîner, je vais rouler 200 bornes et je reviens. Tu fais: ah ok, bon, allez, à plus tard. Et puis du coup, en rentrant de mon voyage au Canada, je me suis vraiment intéressé à cette course, et puis je me suis dit que ce serait un beau défi à me fixer pour l'année d'après, donc un an après mon voyage. Comme c'était la plus longue course à l'époque, il fallait un peu, comme dans tout, se fixer des objectifs intermédiaires et se tester. Et puis là, un ami commun à Olivier de Scooter et moi, qui s'appelle Olivier Van Helm, qu'on a déjà reçu sur le podcast d'ailleurs, m'a parlé d'une course qui s'appelle Bikingman Corsica, à laquelle il s'était inscrit. Et donc ça, c'était 700 km à faire sous le même format que la Transamerica. Ouais, c'est pareil, c'est juste 10 fois plus petit, quoi. Voilà, 10 fois plus petit, et du coup, c'était l'approche parfaite pour faire un premier vrai test grandeur nature, puisqu'en plus, c'était en mars, en avril, je pense, et que la Transam avait lieu en fin juin, donc quelques mois après ça. Donc c'était vraiment, en termes d'entraînement,
Comme pour les triathlètes, le semi qu'on vient se mettre quelques mois avant le complet pour faire un vrai test, voilà, moi c'était cette course-là et qui s'est très bien passée. Ouais, enfin, attends, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le triathlète, ou allez, même le marathonien, et notamment, je pense à celui qui va faire le marathon de Paris, en général, un mois avant, il a le semi de Paris. Le semi et le marathon, en fait, c'est x2. Là, tu nous dis que toi, ton test grandeur nature, c'est x10. Enfin, 10 fois plus petit. Là, faut que tu m'expliques. Oui, alors bon, c'est une échelle différente, mais tu te dis que c'est tellement engageant sur le corps aussi, 7000 bornes, tu vises le record, il est en 16 jours, c'était pas du tout ce que je cherchais, vu que c'était une première approche, tu mets un peu de côté l'aspect performance pour une première approche, je veux juste terminer ce défi d'envergure. Mais tu peux pas non plus te fixer quelque chose qui va durer la moitié de 7000 km, ça fait quand même 3500, tu partirais quand même pour 10-15 jours, et pour le corps ce serait beaucoup trop dur physiquement et mentalement aussi, parce que ce qui est assez dur dans ces si longues courses et mentalement, c'est gérer aussi jour après jour la fatigue, etc. Oui, le test grandeur nature avait peut-être pas la même échelle, ça c'est sûr, mais en tout cas, il permettait en termes de matériel et d'entraînement de faire un vrai test où on allait pas dormir, où on allait rouler non-stop, sauf que là, ça a duré, j'ai fait 36 heures là au premier Biking Man. Donc c'est sûr que 36 heures versus 24 jours, c'est pas la même échelle, mais en termes de test, c'était idéal. Par contre, Xa, il y a quelque chose qu'il faut que tu nous expliques quand même, parce que tu étais triathlète jusqu'au format Ironman, donc bon voilà, tu faisais 180 bornes à vélo, peut-être probablement un petit peu plus, sans trop de difficultés. Bon, t'es parti faire du bikepacking au Canada, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment, en fait, je suis capable de me faire 7000 bornes one shot? Ouais, c'est vrai qu'avant de m'inscrire à des courses, il y a eu l'intermédiaire qui est la fin de mon voyage au Canada. À la fin de ce voyage, ça commençait déjà à faire un bout de chemin de me dire il y a moyen de faire plus long en autonomie. D'ailleurs, c'est comique que tu pointes les 180 km. Forcément, Marie avec qui j'ai fait le voyage est triathlète aussi, et donc je pense à 2 reprises, on a fait une journée de 180 km, et pour nous, on était chargés, hein. On avait des vélos en acier avec des sacoches devant, derrière, 40 kilos de bagages, et les 2 fois où on a fait 180 km, on était bien. Enfin, je pense une fois on a fait 175, et puis moi je suis reparti pour faire 5 km de plus pour dire on a fait 180. Et elle a fait non, c'est bon, le logement ici, moi je m'arrête, je te laisse faire ton délire tout seul. Mais donc effectivement il y a eu une gradation, et puis Marie elle s'est arrêtée à Montréal, et puis moi je voulais aller jusqu'à Halifax, et vraiment aller jusqu'à l'autre bout de la côte et faire vraiment de côte à côte au Canada. Et puis ces 1200 km, j'étais seul, j'étais un peu plus léger parce que je m'étais débarrassé d'un peu de matériel à Montréal, et je me suis juste fixé de le faire le plus vite possible. C'est là où vraiment ça avait commencé déjà à faire son chemin, de se dire on peut aller vite en vélo en suffisance, et puis tout seul, et donc là j'ai fait je crois en 5 jours, j'ai fait plus de 200 km par jour tout seul, sans juste pour me tester, et puis juste me rendre compte que c'est faisable. Et c'est ça qui m'a toujours un peu mis des étoiles dans les yeux dans l'ultracyclisme, c'est de se dire que tu peux faire en vélo tout seul comme ça des distances que même pas mal de gens feront jamais en voiture. Et quand tu dis dans 5 jours je vais à Halifax à 1200 bornes d'ici, et ils te font genre ouais, à vélo, ouais, c'est pas possible. Si, ça va. Et puis en fait, oui, le fait d'avaler des kilomètres comme ça à vélo, c'est quelque chose qui m'a j'ai toujours trouvé grisant, de se déplacer juste à la force des jambes, et de faire des distances aussi longues. Et puis donc de là à se dire il y a moyen de pousser ce voyage plus loin, et puis du coup l'aspect compétitif a pris le pas aussi, de se dire qu'il y a des courses qui font ça. J'étais triathlète, donc j'aimais la compétition, donc voilà. Et donc du coup ce voyage au Canada, c'était combien de kilomètres au total? Alors là on a fait 8000 kilomètres, et puis là on les a fait en 3 mois, donc là c'est pas du tout la même approche. On a fait je crois en moyenne 100 kilomètres par jour, chargé, et vraiment pour le cyclotourisme
pas basique, mais enfin vraiment plus une approche cyclotourisme, mais cyclotouristique même. Mais oui, comme on était tous les deux triathlètes, c'est sûr qu'on aimait bien un peu pousser un peu plus. Ouais, du coup, pour le fun, comme vous étiez triathlète, est-ce que vous vous amusiez aussi à courir et nager ou non tu t'amusais juste à boucler les 180. Tu sais, c'est un peu comme quand tu pars courir et puis t'es à 9900 mètres et tu dis allez, je m'en rajoute 100 mètres quand même histoire de faire les 10 000. Ben comme oui, bah forcément le Canada il y a plein de lacs donc c'était souvent la récup du soir c'était de s'arrêter de faire quelques coups de brasse dans un lac, ça c'est sûr que ça fait toujours plaisir et courir je pense on a été courir quelques fois mais c'était pas trop la thématique, mais par contre c'est sûr que notre approche de cyclotouriste était complètement différente d'autres gens qu'on pouvait croiser. Alors on était chargé pareil et encore on était sûrement plus light que pas mal de gens, par contre on était en cuissard et en tenue cycliste, alors que tu croises un gars qui lui est en Birkenstock et avec un chapeau sur la tête, et tu te dis genre ouais, on a quand même pas la même vision et tu te fais vous avez fait combien aujourd'hui? 35 km, ok. Ouais, c'est bien, et nous on est là genre on regardait, moi j'ai toujours été un fan de stats aussi, donc j'avais un fichier Excel, tous les soirs je mettais les stats du jour, je reportais tout ce que j'avais sur Strava sur un tableur, donc oui, c'est sûr que étant triathlète, on n'avait pas la même approche que des cyclotouristes un peu lambda, ouais. Et donc du coup, alors avant peut-être de rentrer plus dans le détail sur la Transam en tant que telle, évidemment, qui a été il y a eu le Biking Man d'abord, mais je crois que la Transam ça a été ta première très grosse épreuve. Je sais pas si on peut parler de long ultra versus ultra court, mais mais dans tous les cas, on va revenir dessus. Toi, du coup, est-ce que tu te définis plutôt comme un aventurier ou un sportif? Tu me diras peut-être un petit peu des deux, mais dans l'échelle entre les deux, tu te situes où en fait? En fait, c'est un sporturier. Ou un aventuriste. À force, je suis clairement entre les deux. Maintenant, si tu prends une première vision, je suis plutôt du côté aventurier que du côté sportif, c'est sûr. J'avais écrit la première course, justement, le Biking Man Corse. J'avais écrit un compte rendu où je comparais nos approches à Olivier et à moi. Donc pas Olivier de Scut, mais Olivier avec qui j'ai fait la course, qui lui venait était cycliste routard pur, et puis voulait se fixer quelque chose d'un peu plus extrême, et puis moi j'étais plutôt aventurier, et puis je voulais me fixer une aventure sur un vélo. Donc on avait deux approches différentes, et dans la conception du vélo, et dans la conception du matériel. Donc lui il était avec son vélo de course pur avec des pneus en 23 mm, il essayait d'être le plus léger possible, alors que moi je revenais de mon voyage au Canada, quelques mois après. Puis j'avais de quoi tout réparer, ah ouais, c'est pas grave, je serais plus lourd, mon vélo il devait être 4 kilos plus lourd que le sien. Par contre, ce qui était intéressant dans la dynamique, c'était que c'était notre première course sous ce format-là à tous les deux. Donc on découvrait tous les deux l'ultracyclisme en même temps avec nos bagages différents, puis on a tous les deux appris de l'un et de l'autre. On évolue encore tous les deux dans l'ultracyclisme. Donc pour ceux qui connaissent Olivier, celui qui est le gars qui est derrière la conquête des Ardennes, qui a une trace en autonomie qui a été mise, qu'il a conçue dans les Ardennes ou sous le format ultracyclisme aussi. Ouais, on l'a reçu il y a quelques semaines sur le podcast. On remettra les infos de l'épisode dans les notes du podcast. Ah, mais voilà, je savais pas qu'il avait aussi participé, mais donc voilà. Donc tout ça doit se recouper d'un côté ou de l'autre. Attention, t'as pas intérêt à dire de conneries du coup. Ouais, c'est ça. Tu disais que vous avez fait le Biking Man Corse ensemble avec deux approches différentes et l'idée c'est de savoir après comment s'est passée la course pour vous deux et au final qui est devant l'autre parce que vous êtes quand même compétiteurs un peu dans l'âme. J'ai fini devant lui. Pas de grand chose, quelques heures. Donc moi j'ai terminé cette course 6e, ce qui était aussi pour une première approche était pas mal pour se mettre en confiance et tout et se dire qu'en fait on aime vraiment ça et que ça se passe bien, que c'est au-delà d'une idée sur le papier et d'une envie et ça c'est réel et puis ça se passe bien et puis on aime vraiment ça. Donc oui, j'ai terminé devant lui. On a grosso modo eu la même expérience, on a eu les mêmes moments de douleur au même moment, puisqu'il y a eu quelques problèmes avec le tracé, on nous a rajouté 1000 mètres de D+, on a eu les mêmes, vraiment un peu la même expérience, mais qui était très positive.
Et puis voilà. Après, on a continué à avoir des approches différentes derrière. Il continue à approcher ça, l'ultra, avec son passé de routard pur. Et puis moi, je continue à évoluer dans l'ultra avec plutôt des yeux d'aventurier, je pense. Et toi, quelques semaines après, tu t'envolais pour les États-Unis pour cette fameuse Transam, alors que Olivier, lui, restait en Europe, c'est ça? Tout à fait. Donc oui, lui il est resté. Après du coup, il a l'avantage de ces courses aussi, c'est qu'il y a beaucoup de suivi en ligne qui se fait avec des traceurs GPS, etc. Puis oui, il a été une des personnes qui m'a le plus suivi et qui était le plus attentive à où est-ce que mon point GPS était sur la carte, forcément, parce qu'on avait évolué en même temps dans ce milieu-là. Et puis oui, moi quelques mois après, je me lançais sur du beaucoup plus long. Ouais. Et cette partie-là, c'était quand même assez incroyable de suivre justement pendant la Transam, parce que si je me trompe pas, tu l'as fait en 21 jours. 24, mais avec 2 jours d'arrêt, donc ouais, en général je compte 24, mais c'est vrai que si t'enlèves 2 jours, enfin 48 heures où j'étais à l'arrêt pour casse matérielle. Oui, ça fait un peu moins, mais ouais. C'est ça. Mais bon, dans tous les cas, c'est plus de 3 semaines, et donc c'était quand même suivre quelqu'un pendant plus de 3 semaines tous les jours, regarder où il était et tout. Enfin, c'était assez génial en tant que supporter entre guillemets, quoi. Mais on pourra peut-être y revenir plus en détail demain. Ouais, effectivement, c'est au programme. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour aborder le sujet Transam de Monsieur Massard. Eh bien, à demain à tous alors. Excellent, à demain. Salut, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.